Heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, dans cette nouvelle édition. Bonsoir et bienvenue à la une de l'actualité de ce soir, au 25e jour du 45e sommet de la SADC qui se tiendra à Antananarive le 17 août prochain. Madagascar se dit fin prêt à accueillir l'événement. 9 réunions successives sont prévues entre le 28 juillet et le 16 août. L'accueil de ce sommet constitue une opportunité stratégique pour dynamiser l'économie locale et renforcer la place de Madagascar dans la région. Il s'agit aussi d'un moment clé pour explorer de nouvelles coopérations multiformes avec les États membres de la SADC, comme l'a souligné aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères. Andoniana Martina, Sech Andjanab et Nzar Andjansu. Grâce au leadership du président de la République Andrazouelen, Madagascar a obtenu l'honneur d'abriter le 45e sommet de la SADC, prévu à Antananarive le 17 août prochain. Un événement prestigieux qui représente un immense honneur pour le pays, mais aussi une série d'opportunités stratégiques, selon les propos du ministre des Affaires étrangères aujourd'hui. Ce sommet permettra à Madagascar de renforcer ses relations commerciales, de stimuler le tourisme et de développer globalement son économie. Pas moins de 9 réunions préparatoires auront lieu en amont du sommet. Elles débuteront par la semaine de l'industrialisation prévue dès la semaine prochaine. Des rencontres sont également prévues entre hauts fonctionnaires ainsi qu'entre les États membres de la SADC et les États-Unis. Mais l'un des moments forts de ce sommet sera la réunion de la Troïka qui réunira le président sortant de la SADC, le président de l'Angola, l'actuel président en exercice, le président du Zimbabwe, et le futur président à la tête de l'organisation, le président Andrazouelen. Ce sommet marquera également un tournant politique avec la prise de fonction du président Andrazouelen à la présidence de la SADC, un mandat qui durera 1 an, de août 2025 à août 2026. Cette présidence permettra à Madagascar d'accueillir plusieurs grandes rencontres régionales tout en consolidant sa position géostratégique au sein de la communauté. Une occasion précieuse de développer de multiples coopérations avec les pays membres de la SADC. Et environ 150 chefs d'entreprise et représentants du secteur privé issus des pays membres de la SADC participeront à la semaine de l'industrialisation qui se tiendra du 28 juillet au 1er août. Cet événement est considéré comme une étape majeure pour le secteur industriel malagasy, favorisant l'ouverture à la coopération régionale ainsi que le développement économique national. Andoniana Martina, Sech Andjanab. Dans le cadre de la tenue à Madagascar du 45e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC, la 8e édition de la semaine de l'industrialisation se déroulera à Antananarive du 28 juillet au début du mois d'août. Il s'agit d'un événement économique de grande envergure visant à renforcer les liens entre opérateurs économiques et industriels des pays membres de la SADC, mais aussi à offrir de nouvelles opportunités pour les entrepreneurs du secteur privé malagasy. La participation du secteur privé en provenance des 15 pays membres de la SADC est très encourageante. Si le nombre initial des délégations attendues était de 50, ce chiffre est désormais passé à 150 participants ayant confirmé leur venue, selon le ministre de l'Industrialisation et du Commerce, David Ralamfring. À 5 jours du début officiel de l'événement, une cérémonie de remerciement a été organisée pour honorer les partenaires et soutiens de cette initiative, parmi lesquels le groupe Injet, Aéropub et la chaîne de télévision Viva. Dans les actualités également, 2 tremblements de terre de magnitude de 3,5 ont été enregistrés ce matin à Antananarive entre Talatavulnuj et Mbuimangakil et à Maitran, respectivement à 4h25 et à 7h du matin, selon les informations communiquées par l'Institut d'observation géophysique d'Antananarive ou YOGA. D'après les explications, ces secousses seraient dues principalement au mouvement des plaques tectoniques. Par ailleurs, l'YOGA tire la sonnette d'alarme face à la vétusté de ses équipements et au manque de personnel et en appelle aux autorités compétentes pour un soutien renforcé. Détails sur les images de Yves Janel.
Les habitants d'Antananarive ont été surpris ce matin, aux alentours de 4h25, par une secousse sismique dont la source se trouvait aux alentours d'Ambuichulmaïns et d'Ambuichumbiavan, c'est-à-dire entre Talantavulnunj et Ambuimangakeli. Mais la capitale n'a pas été la seule touchée, car une autre secousse a également été ressentie à Maintran vers 7h du matin, selon les responsables de l'yoga. Toujours selon cet institut, Madagascar enregistre en moyenne une dizaine de tremblements de terre par jour, d'après les statistiques de l'année 2024. Ces phénomènes sont liés au mouvement géologique interne de la Terre, explique le docteur Amanantsu Anj, responsable de cet institut. La plupart des séismes enregistrés à Madagascar ont une magnitude comprise entre 2 et 4,5. Le plus fort séisme de ces dernières années a été ressenti en 2020 à Ifanadine avec une magnitude de 5,9. 29 zones sont particulièrement exposées à ces secousses récurrentes, notamment la Loch, l'Ankarach, l'Itas ou encore Ambiloubé. Malheureusement, l'Yoga ne dispose plus que 2 stations en marche et ne peut pas localiser avec précision l'épicentre des tremblements de terre, déplore ce responsable. Raison pour laquelle il lance un appel pressant au ministère de l'Enseignement supérieur, ministère de tutelle. Cette institution souffre également de manque de personnel, toujours selon lui. L'Yoga est basé à Ambuidepun. En plus de la surveillance des séismes, l'Institut mène aussi des recherches géographiques et scientifiques et dispose d'un service d'observation astronomique. Et puis, dans le domaine de l'éducation, aucune fuite de sujet n'a été constatée jusqu'ici pour l'examen du baccalauréat 2025, selon les précisions apportées aujourd'hui par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Toutefois, plusieurs actes de fraude ont été signalés, impliquant certains responsables au sein des centres d'examen. Il y a eu notamment des cas d'assistance illégale aux candidats de la part des surveillants. Toujours selon les explications officielles, des élèves et des surveillants impliqués dans ces fraudes ont déjà été interpellés. Indiana Martina. Des personnes impliquées dans des actes de fraude ont déjà été arrêtées durant cette session du baccalauréat, a confirmé la ministre de l'Enseignement supérieur ce jour. Parmi elles, des élèves, des surveillants et même des agents des forces de l'ordre qui prétendaient posséder les sujets d'examen. La ministre a fermement insisté sur le fait qu'aucun sujet n'a fuité jusqu'à maintenant pour cette session du baccalauréat, mais que les arnaques sous différentes formes restent fréquentes. Aucune tolérance ne sera accordée aux personnes qui cherchent à perturber le bon déroulement des examens ou à nuire au système éducatif malagasy, a-t-elle ajouté. Certaines rumeurs véhiculées sur les réseaux sociaux sont infondées, mais le ministère dispose d'une cellule dédiée au traitement de ces situations et à la vérification des faits. Les épreuves du baccalauréat général s'achèveront demain, jeudi 24 juillet, tandis que les candidats du baccalauréat technique poursuivront les examens la semaine prochaine. Et santé à présent, la période de juillet à avril correspond à la saison pesteuse à Madagascar, selon les professionnels de santé. Les hautes terres centrales sont les zones les plus touchées par cette maladie. La peste est pourtant une maladie que l'on peut prévenir et soigner, d'après les médecins. Toutefois, elle peut être mortelle si elle n'est pas prise en charge rapidement. Il est vivement recommandé de consulter un médecin dès l'apparition des symptômes. Anzara Radzanarvel. La peste peut survenir à Madagascar entre la mi-juillet et le mois d'avril, selon les médecins. Les régions des hautes terres comme Analamang, Vaknakarach, Ambrunmani et Haute-Matiach sont les plus souvent concernées. La forme la plus fréquente est la peste bubonique, celle qui provoque des ganglions au niveau du cou ou de l'aine. D'autres formes plus graves comme la peste pulmonaire peuvent également apparaître. La peste peut entraîner la mort rapidement si elle n'est pas traitée à temps. Mais cette maladie se soigne très bien à Madagascar grâce à des médicaments efficaces, selon le docteur Fidbarnien. La mesure de prévention est l'éradication des rats en général, car ce sont les morsures de puces infectées vivant sur les rats qui transmettent la peste à l'homme. Il est impératif de consulter un médecin dès l'apparition des symptômes.
Il est également important de signaler aux agents de santé ou aux autorités locales la présence inhabituelle de rats morts, car cela peut être un signe annonciateur d'une épidémie. Dans un tout autre sujet, l'élection du nouveau membre du bureau du SINAD, le syndicat des administrateurs civils de Madagascar, se tiendra le 22 août prochain. Le dépôt des dossiers de candidature pour ceux qui souhaitent faire partie de ce bureau sera ouverte à partir du 28 juillet et la liste des candidats éligibles sera publiée le 11 août. Les détails. La date du 22 août pour l'élection des membres du bureau du SINAD a été arrêtée lors de la réunion du comité électoral du syndicat le 18 juillet dernier. Le scrutin se déroulera de 10 h du matin à 16 h. 2 votes sont prévus pendant ce laps de temps, l'élection du président et celle du commissaire aux comptes. Le dépôt des candidatures pour les administrateurs civils souhaitant briguer ces postes débute le 28 juillet jusqu'au 8 août à 16 h. La liste officielle sera publiée le 11 août et la campagne électorale se déroulera du 12 au 21 août. Les résultats seront proclamés officiellement juste après les élections. Pour rappel, les administrateurs civils figurent parmi les hauts fonctionnaires du pays. Ils sont chargés, entre autres, de veiller au respect et à l'application des lois au niveau local, ainsi que de gérer et de coordonner les services administratifs dans les régions, districts ou communes. Le SINAD est l'instance qui les défend et veille à ce qu'ils occupent les fonctions qui leur reviennent. On compte plus de 600 administrateurs civils, dont 400 sont actuellement en fonction à Madagascar. Et à Tolagnard, la lutte pour un meilleur accès à l'assainissement franchit une nouvelle étape. La deuxième et dernière phase du projet Vita Videns a été lancée officiellement en décembre dernier. Ce projet, fruit d'une coopération franco-malagasse, vise à améliorer durablement les conditions d'hygiène des habitants en traitant les eaux usées domestiques. Reportage. C'est en décembre 2024 que la deuxième et dernière phase du projet Vita Videns a été officiellement annoncée à la population de la ville de Tolagnard. Ce projet vise à assainir et à traiter les eaux usées provenant des latrines familiales dans le but d'améliorer l'hygiène de l'environnement et la santé des habitants. La commune jumelée de Wassel, en France, finance ce projet en collaboration avec l'Agence de l'eau Normandie et la métropole Haute-Normandie dans le cadre d'un partenariat avec le ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Dans cette deuxième phase du projet, en plus de la construction d'infrastructures et de l'équipement, une campagne de sensibilisation directe dans les Fouktagnes a été placée au rang des priorités. Cette campagne a débuté le samedi 19 juillet, menée par les agents de sensibilisation communautaire à travers toute la ville de Tolagnard. La commune de Tolagnard a également pris une part active dans la mise en œuvre du projet et elle fera partie des bénéficiaires directs des infrastructures qui seront installées prochainement. Et côté sport, pour terminer les actualités locales, le CFEM a réussi l'organisation du championnat national de première division de foot ou PFL. Le calendrier établi a été respecté, permettant de désigner dans les temps le champion de Madagascar pour l'année 2025. Le CFEM attend désormais la décision de la fédération quant à la poursuite de la gestion de ce championnat national de première division. Pour plus de détails. La CFEM a pris en charge l'organisation du championnat national de foot pour la saison 2025. La compétition s'est déroulée avec succès dans le respect du calendrier fixé, permettant de désigner le champion de Madagascar avant la fin du mois de juillet. C'est l'équipe d'Elgeco Plus qui a réalisé le doublé cette année en remportant à la fois la Coupe de Madagascar et le championnat national. Toutefois, pour la participation aux compétitions africaines, un seul billet est accordé par équipe, soit pour la Ligue des champions africaine, soit pour la Coupe de la Confédération. Si l'Elgeco Plus choisit de représenter Madagascar en Ligue des champions, alors le finaliste malheureux de la Coupe de Madagascar obtiendra le second ticket pour la Coupe de la CAF. Les noms des deux clubs malagasy engagés dans les compétitions africaines seront officiellement connus à la fin de ce mois de juillet.
Dans les actualités internationales, plus d'une centaine d'organisations humanitaires ont averti mercredi qu'une famine de masse se propageait dans la bande de Gaza, dévastée par la guerre. Elles appellent à un cessez-le-feu immédiat, à l'ouverture de tous les points de passage terrestres et à la libre circulation de l'aide humanitaire. France 24. Région de Zikim, dans le nord de Gaza, des grappes de civils s'accrochent aux camions qui roulent à tombeau ouvert vers un lieu où il y aurait des sacs de farine. Certains parviennent à mettre la main dessus, d'autres reviennent blessés. J'ai attrapé un morceau trempé dans le sang. Ils vont chercher de la nourriture et reviennent morts. Que Dieu nous aide. Israël fait face à une pression internationale croissante à propos de la situation humanitaire à Gaza. MSF, Médecins du Monde, Caritas, Amnesty International, Oxfam alertent sur une famine de masse. Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU accuse l'armée israélienne d'avoir tué depuis mai plus d'1 millier de personnes qui cherchaient à obtenir de l'aide humanitaire, la grande majorité près des centres gérés par la Fondation humanitaire de Gaza. Le manque d'aide humanitaire est tel que tout ce qui entre à Gaza est pillé. La solution est simple, permettre à l'ONU et à ses partenaires d'acheminer massivement de l'aide humanitaire à Gaza. C'est ce qu'il faut. De son côté, la Fondation humanitaire de Gaza assure que tout le monde, l'ONU, le Programme alimentaire mondial et beaucoup dans les médias internationaux, tout le monde ment. Derrière moi, il y a des camions de l'ONU qui ne bougent pas. Certains sont en panne, d'autres sont chargés de nourriture et d'aide laissée à l'abandon. Ce n'est pas un problème d'accès, mais d'exécution. C'est dans ce contexte de crise humanitaire et de guerre de communication que l'émissaire américain Steve Witkoff se rend cette semaine en Europe avec pour objectif un nouveau cessez-le-feu et l'établissement d'un corridor humanitaire pour l'acheminement de l'aide. À Tel Aviv, des manifestants ont organisé une marche de la farine pour dénoncer la situation à Gaza, tandis que le Premier ministre ne sort pas de chez lui. Les audiences de son procès pour corruption prévues cette semaine ont même été reportées en septembre car il souffre, ça ne s'invente pas, d'une intoxication alimentaire. Et face à la suspension de l'aide internationale américaine, les victimes de violences sexuelles en RDC sont livrées à elles-mêmes. Washington a récemment annulé un contrat prévoyant la livraison de 100 000 kits d'urgence, un outil essentiel pour la prise en charge de ces victimes. France 24. Dans la région du Nord Kivu en RDC, les violences sexuelles ont longtemps été utilisées comme arme de guerre. Victime de viol, cette femme se rend dans une clinique de Béni après avoir contracté une maladie sexuellement transmissible. Après avoir été violée, j'ai ressenti une douleur au niveau des parties génitales. Le médecin m'a donné des médicaments que je dois prendre pendant 10 jours. Dans ce kit d'urgence, connu sous le nom de PEP-Kit, des médicaments contre le VIH, des antibiotiques et du matériel de contraception. Un outil essentiel pour prendre en charge les victimes de violences sexuelles, mais dont les stocks commencent à manquer. En cause, la récente annulation par les États-Unis d'un contrat pour 100 000 kits supplémentaires, énième conséquence des coupes budgétaires imposées par Donald Trump. Face à la pénurie croissante de matériel médical, seuls 13% des victimes d'agressions sexuelles au Nord Kivu sont aujourd'hui en mesure de recevoir des soins, selon les Nations Unies. Si la victime, dans les 48 heures, ne parvient pas à avoir les médicaments de prévention, elle peut développer des infections sexuellement transmises, comme on l'a dit. Elle peut développer le VIH, l'hépatite virale B, l'hépatite virale C, y compris aussi la grossesse aussi. Environ 67 000 cas de viol ont été signalés en RDC depuis janvier dernier, un chiffre qui pourrait en réalité être bien plus élevé. De possibles négociations de paix entre Russes et Ukrainiens, sans grands espoirs de succès rapide, sont attendus mercredi en Turquie pour tenter de trouver une issue diplomatique à la guerre opposant les deux pays depuis plus de 3 ans. France 24. Oui, c'est reparti pour un tour. Le troisième, après les échecs des 2 précédentes rencontres en mai et en juin dernier, on s'en souvient, qui avait fait l'objet de longues tergiversations, au-delà même du contenu sur la forme. Eh bien, rebelote ce mercredi. Si le secrétaire du Conseil de sécurité ukrainien, Rustem Umerov, a assuré que des discussions auraient bien lieu aujourd'hui à Istanbul, eh bien, les Russes n'ont toujours pas confirmé y participer.
On verra donc comment se déroule cette journée. Ici à Istanbul, les journalistes ont été conviés au palais de Ceyhan pour suivre ces potentiels pourparlers qui devraient commencer, s'ils ont lieu, aux alentours de 19h. Ils devraient porter sur la poursuite des échanges de prisonniers entamés en mai dernier, la restitution d'enfants ukrainiens déplacés, on en compte environ 20 000, et puis la préparation d'une éventuelle rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Alors, est-ce qu'on s'attend à de grandes annonces ? On verra. Ce pourrait être historique, notamment si un cessez-le-feu est signé, mais on semble en être très très loin. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, avait estimé plus tôt cette semaine qu'il faudrait beaucoup de travail pour obtenir des avancées compte tenu des positions, je cite, diamétralement opposées des deux pays. Et puis les officiels turcs ici qui reçoivent ces discussions se disent toutefois plus optimistes aujourd'hui qu'à l'ouverture de la première session en mai dernier. Les doléances sont sur la table, il faut maintenant rentrer dans le vif du sujet et sans aucun doute les menaces de Donald Trump à l'égard de la Russie qui a donné 50 jours à Vladimir Poutine pour négocier un accord sous peine de sanctions sévères devraient aider au moment même où les États-Unis ont annoncé de nouvelles livraisons d'armes à l'Ukraine. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après la série Strike Back. Au revoir et bonne continuation en notre compagnie.